Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on fait ensemble un tag puisque j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui le Mid-Year Freaking Book Tag qui va nous permettre de faire ensemble un petit bilan de mes lectures depuis le début de l'année. On commence tout de suite. La première question c'est quel est le meilleur livre que tu as lu cette année? Donc depuis le début de l'année et depuis début janvier, aucune surprise, le meilleur livre que j'ai lu c'est Empire of the Vampire de Jay Kristoff. Si vous avez vu ma vidéo sur mes lectures de mai, je pense que c'est pas une annonce très surprenante. J'ai absolument adoré ce livre, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Dans Empire of the Vampire, pour rappel, on suit Gabriel de Leon qui est un très brillant, très fameux assassin, tueur de vampires dans ce monde où la nuit a pris place à la place du soleil et toutes les créatures les plus terrifiantes de la nuit ont finalement pris le pouvoir, et notamment les vampires. Nous suivons donc Gabriel de Leon qui, au début de l'histoire, est dans une prison et va raconter sa vie à un archiviste envoyé par l'impératrice vampiresque qui est venue pour écrire ses mémoires. C'est un livre bourré d'aventures, on s'attache énormément aux personnages. C'est un livre qui est très long, donc je sais qu'il peut faire un peu peur, mais franchement n'hésitez pas à vous lancer, c'est une vraie pépite. Et malgré le fait que ce soit dans ce monde un peu terrifiant, noir, brut, plein de vampires, croyez-moi, on s'attache énormément aux personnages, et donc c'est un livre qui est plein d'émotions. Je vous le conseille 1000 fois, foncez, qu'attendez-vous? La deuxième question c'est quel est le meilleur second, troisième, quatrième tome de série que vous avez lu cette année. Et encore une fois, sans grande surprise, je vais être obligée de vous citer Destroy the Day de Bridget Kemmerer, qui est donc le troisième tome dans la série Defy the Night. Dans Defy the Night, on suit Tessa, qui est donc une jeune apothicaire qui malheureusement a perdu ses parents et qui vit dans un monde où la population est décimée par une maladie dont on comprend très peu de choses, hormis le fait que le seul antidote qui permet de réduire les symptômes soit une fleur qui malheureusement ne soit produite que par les riches et puissants de ce monde. Tessa décide alors la nuit d'agir en tant que Robin des Bois afin de voler les fleurs au royaume, en faire des antidotes et les redistribuer à la population. Elle va être aidée d'un jeune homme masqué dont on ne sait absolument rien, et tous deux vont faire alliance toutes les nuits pour venir en aide aux plus pauvres et démunis. Mais voilà, il s'avère qu'un jour, ce jeune homme disparaît et Tessa va tout mettre en œuvre pour savoir ce qui lui est arrivé. C'est une série incroyable, j'ai trouvé que ce tome 3 était extrêmement fort, extrêmement bien construit. On voyage énormément, on suit différents points de vue, donc ça rend le récit hyper divertissant. C'est quand même un tome qui est assez long, il faut le dire, mais je trouve que tout rentre bien dans l'ordre, chaque personnage va vraiment prendre sa place et va vraiment trouver la fin qui, je pense, lui était sincèrement destinée. Donc c'est vraiment une série qui m'a fait énormément plaisir et j'ai adoré ce troisième tome. C'était pas du tout une déception. La seule déception que j'ai ressentie, c'est que la série soit terminée et que je ne puisse pas passer plus de temps avec ces personnages. Donc je vous le conseille fortement. Si vous n'avez pas encore lu Defy the Night, sachez que alors la série est en anglais à l'origine, mais de mémoire elle est en train d'être traduite en français, donc vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour vous lancer. La troisième question c'est quelles sont les nouvelles releases qui sont déjà sorties, mais que tu n'as pas encore lues et que tu aimerais découvrir. J'ai donc sélectionné pour vous 3 livres. Le premier livre dont je voulais vous parler c'est The Honey Witch de Sydney J. Fields. Je vous lis un peu le résumé afin que ça vous donne envie, je l'espère aussi, de le découvrir. Donc dans The Honey Witch, on va suivre Marigold qui a 21 ans et qui en fait n'aime pas trop être en contact des gens et a tendance à rester un peu toute seule, c'est une introvertie. Et un jour, sa grand-mère décide de pas l'enlever mais de l'emmener, on va dire, de l'embarquer sur une petite île afin de la faire devenir The Honey Witch. Le seul problème, c'est que normalement, on n'est pas censé tomber amoureux de Honey Witch. Et donc ça veut dire que cette sorcière avec ces pouvoirs-là est censée rester seule toute sa vie, puisque personne n'est censé l'aimer. Donc ça dérange pas trop Marigold puisqu'elle est pas très intéressée dans l'amour, jusqu'au jour où Lottie, qui apparemment ne croit pas du tout en la magie, débarque, on ne sait pas pourquoi, chez Marigold, et Marigold va se faire évidemment un défi personnel de le ou la, je dirais quand même la, Lottie,
la convaincre que la magie existe bien. Il semblerait qu'il y ait aussi une trame de fond avec un pouvoir maléfique qui plane au-dessus de cette histoire, mais on n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, ça paraît être une histoire d'amour interdite, voire un petit peu maudite, et ça me fait très envie. Le deuxième livre que je voulais vous présenter qui me fait très envie, c'est A Rivalry of Hearts de Tessanja Odette. Je suis désolée, je suis avec mon portable, ça me permet de vous donner les informations et ne pas me tromper dans les titres et les noms, parce qu'il faut savoir que je suis quand même très douée pour cela. Donc dans ce livre, en essayant de vous résumer un peu, parce que franchement le résumé est très long, donc on va essayer de faire quelque chose un peu court, il semblerait qu'on suive Edwina et William, qui sont tous les deux des écrivains. Donc il semblerait que ça se passe dans un monde fée, mais un peu à l'époque des Bridgerton. Donc ça a l'air d'être une romance d'époque, mais avec une touche fantastique. Et donc, ces deux personnages sont des écrivains, ils sont tous les deux en tournée pour leur dernier écrit, et il semblerait qu'ils aient fait un espèce de pari dont la récompense serait un contrat d'édition exclusif pour celui ou celle qui gagnerait, et le thème de leur pari serait de séduire un maximum de personnes pendant leur tournée. Donc écoutez, franchement j'ai pas besoin d'en savoir plus, déjà le côté Bridgerton fantastique, moi j'étais forcément conquise, donc j'ai très envie de le découvrir, et je pense que vous le verrez très prochainement sur la chaîne. Et dans un tout autre registre, le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est Le secret des agapantes de Clarisse Sabart. Donc Clarisse Sabart, il faut savoir que j'ai lu beaucoup de livres d'elle, c'est une autrice qui me plaît énormément, et souvent je suis extrêmement touchée par sa plume et par ses histoires. Donc forcément, là en plus, il y avait une composante spécifique dans ce livre qui me faisait énormément envie, c'est le côté secret de famille, puisqu'on va cette fois rentrer dans une saga avec Clarisse Sabart, ce qui, je crois, est vraiment la première pour le coup. Et donc je vous lis le résumé. Flora, Stella et Morgane sont cousines, leur grand-mère était sœur. Lorsque Juliette, la dernière sœur de la lignée, décède, elle lègue sa maison en Normandie et la librairie attenante aux trois jeunes femmes. Flora, galeriste d'art, reçoit un carton contenant des affaires ayant appartenu à sa grand-mère, Joséphine, qui a quitté son village normand au début des années 20 pour devenir peintre. En plus, il y a une composante d'artiste, alors vous pouvez être sûr que je vais le lire. Pour reconstituer son histoire, Flora devra se rendre en Normandie mais aussi en Grèce sur les traces d'un tableau disparu. Donc forcément, mystère, peinture, secret de famille et en plus cette connotation un peu années 20, c'est sûr, il va arriver dans la bibliothèque dans très peu de temps. Si jamais vous avez lu l'un de ces livres, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. La quatrième question, c'est quelles sont les prochaines releases que tu attends avec impatience? Encore une fois, je vous ai sélectionné quelques livres puisqu'il m'a été absolument impossible d'en choisir seulement un. Le premier livre qui me fait énormément envie et qui sortira cet été le 11 juillet, c'est The Spell Shop par Sarah Beth Durst. Donc dans The Spell Shop, c'est une histoire qui a l'air d'être un genre de cozy, fantasy, tout mignon. On suit une héroïne qui s'appelle Kiela, qui est donc une introvertie qui travaille dans une librairie et qui est là pour garder des livres de sorts, accompagnée de son fidèle Kaz, qui semblerait être une plante. Et donc tous deux vivent leur petite vie très contents de vivre très loin des autres, jusqu'au jour où il semblerait que la librairie soit attaquée, parte en flammes, ce n'est pas très clair. Et donc Kiela décide de voler beaucoup des livres de sorts et de se réfugier dans son petit village d'enfance. Une fois là-bas, elle se rend compte qu'elle a envie d'ouvrir une boulangerie et de vendre notamment de la confiture. Mais comment faire pousser de la confiture là-bas? Kiela va se dire bon, rien de plus facile qu'utiliser un des sorts des livres que j'ai volés. Mais il semblerait que tout ça soit interdit. Donc on va suivre a priori cette héroïne dans ses aventures d'ouverture de boulangerie, de confection de confiture ou que sais-je. Moi ça m'a fait forcément hyper envie. Je pense qu'il y aura une petite pointe de romance sous tout ça, donc encore mieux. Sans parler du fait que la couverture est réalisée par l'une de mes illustratrices favorites et donc forcément rien qu'à regarder le livre j'avais déjà envie de l'acheter. Ensuite il y a 3 livres qui sont plutôt des continuités de séries on va dire. Donc le premier c'est Nothing Like the Movies de Lynn Painter qui sortira le 24 septembre, qui est donc la suite de Better Than the Movies que je viens juste de terminer et que j'ai absolument adoré. Et donc l'idée que dans quelques mois sorte le tome 2 avec toujours les mêmes personnages que l'on suit dans une autre époque de leur vie, j'ai très hâte.
Pour rappel, dans Better Than the Movies, nous suivons donc Liz et Wesley, qui sont deux adolescents qui habitent l'un à côté de chez l'autre et qui ont passé leur vie à se faire des misères. Jusqu'au jour où Liz, dont le grand amour revient enfin en ville, décide de faire appel à Wesley pour qu'il l'aide à séduire donc Michael, afin que ce dernier l'emmène au bal de promo. Je vous en raconte pas plus parce que je vous en parle dans quelques instants, puisque ce livre va forcément revenir dans ce tag. Le deuxième livre, c'est A Witch Guide to Magical Innkeeping par Sangu Mandana, qui sort le 10 septembre. Et donc là, c'est le deuxième tome de la série La Société secrète des sorcières extraordinaires. Je crois que j'ai bien tout dit. Et donc, dans celui-ci, il semblerait qu'on suive une autre sorcière du même clan que la première sorcière que nous suivons dans le tome 1. Si vous l'avez pas lu, je vous le conseille énormément. C'est un petit cozy fantasy qui est hyper mignon, vraiment dans la veine de ce qu'on peut retrouver chez TJ Klune. Donc si vous aimez ces livres, surtout foncez, n'hésitez pas une seconde, c'est adorable. Et donc dans ce deuxième tome, il semblerait qu'on suive une autre sorcière de ce coven, et que cette fois, ce soit une histoire autour donc d'un bed and breakfast. Donc on verra un peu ce que ça donne, mais romance, bed and breakfast et sorcière. J'ai assez peu de risques en achetant ce livre. Le dernier livre qui me fait énormément envie dans cette fin d'année, c'est Somewhere Beyond the Sea de TJ Klune, qui est donc un auteur que j'aime énormément et qui sortira également le 10 septembre. Dans ce deuxième tome, nous suivons donc à nouveau les aventures des personnages de la maison au bord de la mer céruléenne. Je crois que c'est comme ça que ça a été traduit, je vous mettrai de toute façon le titre. Et donc dans ce deuxième tome, nous suivons à nouveau Arthur, qui est donc cet homme, vous savez, qui était le parent adoptif de tous ces enfants extraordinaires qui vivaient dans cette maison, et Linus donc. Et il semblerait que le passé d'Arthur revienne faire surface et mette en danger le fait qu'il soit parent adoptif de tous ces enfants. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir cette histoire, car la maison au bord de la mer céruléenne, j'espère que c'était bien ça le titre, a vraiment été un livre qui m'a énormément bouleversée, touchée, j'ai adoré cette histoire, et donc j'ai aucun doute sur le fait que ce deuxième tome sera tout aussi mignon, donc j'ai très hâte d'être en septembre avec toutes ces super sorties. La question suivante est un peu moins drôle, puisque c'est: quelle est votre plus grosse déception de l'année? Et franchement, sans aucun doute, ce sera Crescent City numéro 3. Donc il faut savoir que normalement je ne suis quand même pas très objective quand cela concerne Sarah J. Maas, puisque je lirai absolument tout ce qu'elle écrit, je pense. J'adore cette autrice, j'adore les univers qu'elle crée, j'adore les personnages qu'elle crée. Vraiment, je suis une fan invétérée de Sarah J. Maas. Et malheureusement, Crescent City numéro 3, ça l'a pas fait du tout. Pour rappel, dans Crescent City, on suit les aventures de Bryce, qui est donc une jeune femme qui vient de perdre sa meilleure amie et qui se lance dans une quête effrénée afin de comprendre pourquoi elle a été tuée. Tout cela se passe dans un monde où règnent plein de créatures magiques différentes, des maisons, il y a des complots politiques, il y a forcément une très grande histoire d'amour, sinon ce serait pas du Sarah J. Maas, et tout cela avec un nombre incalculable de personnages secondaires. Si j'ai adoré les premiers et deuxième tomes, où j'ai trouvé que vraiment on avait une héroïne qui était différente, qui était badass, mais qui était aussi un peu impertinente, insolente, j'aimais beaucoup ce trait de caractère. Sur le tome 3, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Notamment, j'ai trouvé que l'héroïne principale commençait à devenir extrêmement agaçante. Malheureusement, j'ai pas compris beaucoup de ses décisions. J'ai trouvé que le dénouement final était vraiment très capillotracté, pour ne pas dire franchement limite risible. Et il y a beaucoup aussi des comportements des personnages secondaires qui m'ont vraiment fait lever les yeux au ciel, voire parfois qui m'ont clairement énervée au plus haut point. Donc vraiment c'était pas une réussite pour moi, et c'était dommage parce que j'en attendais énormément de ce tome, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été un peu bafouée. Donc voilà, pour la plus grosse déception de l'année. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Peut-être que j'en attendais justement tellement que j'ai été aussi déçue à cause de ça, et qu'à la relecture dans un an, peut-être que je me dirais finalement c'est pas si terrible. Mais voilà, alors je sais qu'à la fin de ma lecture j'étais hyper déçue, et que très franchement j'avais pas du tout envie de prendre un prochain tome de cette série, si jamais elle devait en sortir un.
ce qui me semble quand même assez probable. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Je ne pouvais aussi ne pas mentionner le tome 3 de la série Once Upon a Broken Heart, qui est une série que j'ai énormément aimée, mais quand même une toute petite déception émotionnelle sur le tome 3, que j'ai trouvé quand même beaucoup moins sur la romance principale par rapport au tome 1 et 2, et donc c'était quand même une toute petite déception que je me devais de mentionner dans ce tag. Même si là pour le coup ça m'empêchera pas du tout de lire tout ce que l'autrice va écrire par la suite, puisque les séries de cette autrice me passionnent au plus haut point et que je pense que dans l'univers de Caraval je pourrais lire des tomes et des tomes et des tomes. La prochaine question c'est: quel est ton nouvel auteur favori que tu aurais découvert cette année ou qui aurait écrit son premier livre cette année et que tu aurais lu? Et donc en cela j'ai décidé de prendre Catherine Center. Catherine Center, j'ai lu 2 livres d'elle cette année qui sont The Bodyguard et The Rom-Comers que je viens tout juste de terminer, et quel coup de cœur! C'est rigolo parce que je lis quand même beaucoup de fantasy et de l'autre côté je lis beaucoup de romance et jamais je ne les compare parce que je trouve qu'on peut pas juger la romance et la fantasy ensemble. Les coups de cœur que j'ai pour la romance ne sont pas ceux que j'ai pour la fantasy. Et pourtant quand il a fallu choisir vraiment un auteur cette année, j'ai décidé que ça serait vraiment celui de la romance parce que ces 2 romances, je les ai trouvées mais tellement émouvantes, tellement touchantes. Donc dans les livres de Catherine Center, The Bodyguard, on va suivre Anna qui est donc une garde du corps qui va être envoyée en mission auprès d'un acteur très connu. Et dans The Rom-Comers, finalement on suit, toujours dans le même univers, des personnages complètement différents, puisque là on suit Emma qui va aider Charlie à écrire un script de comédie romantique alors que lui ne croit pas une seconde dans l'amour. Et si comme ça fait très comédie romantique, et croyez-moi ça l'est, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai adoré ces livres, il y a aussi beaucoup de thèmes qui sont abordés, et vraiment ce sont des livres que j'ai adorés. Donc clairement c'est une autrice que je vais suivre de très près. La prochaine question c'est: quel est le livre qui vous a fait pleurer? Donc il faut savoir que c'est extrêmement rare que je pleure pour un livre, alors que je pleure comme une madeleine quand je regarde des séries et des films. Pour les livres, ça n'arrive quasiment jamais. Pour autant, je vais un peu transformer la question et dire quels sont les livres qui vous ont pris aux tripes cette année. Et donc je ne pouvais pas ne pas mentionner Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Kelly. Dans Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil, nous suivons le destin de 3 femmes dont les histoires sont assez entremêlées puisque nous suivons une jeune femme qui vit dans une plantation en tant qu'esclave, mais également la personne qui détient la plantation et une jeune révolutionnaire abolitionniste qui vit à Washington. C'est un livre qui est extrêmement poignant, ça se passe pendant la guerre civile américaine, donc la guerre de sécession. C'est un livre où vous allez apprendre énormément de choses, vous allez être transporté, vous allez être bouleversé. C'est un livre magnifique qui va aussi vous permettre de vous offrir un point de vue très différent sur la guerre de sécession puisque nous suivons des points de vue qui sont pour l'abolition de l'esclavage mais également un point de vue qui est contre l'abolition de l'esclavage. Et donc ça permet de vraiment comprendre cette guerre civile à travers toutes les perspectives de ce moment extrêmement puissant, extrêmement sombre et important de l'histoire américaine. C'est un livre incroyable, je vous le conseille 1 million de fois. C'est un livre qui m'a pris aux tripes, qui m'a fait vivre des moments très durs, qui m'a arraché le cœur, qui m'a fait sourire, qui m'a fait croire en la bonté humaine en espérant que ces personnages que l'on suit dedans auraient pu vraiment exister tels qu'ils étaient. Sauf pour l'une d'entre elles, mais bon ça je vous laisse le découvrir par vous-même. En tout cas, c'était absolument divin et mené d'une main de maître par Martha Hall Kelly, car croyez-moi, je me suis pas ennuyée 1 minute alors que c'est un livre qui est quand même assez long. Donc je vous le conseille vivement si vous avez votre petit cœur bien accroché, puisque évidemment il m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Et en parlant d'émotions, la prochaine question c'est un livre qui vous a rendu heureuse. Et je ne pouvais pas ne pas citer le petit Better Than the Movies de Lynn Painter. Dans ce livre, on suit Liz Buxbaum, comme je vous le disais tout à l'heure, et Wesley Bennett, qui sont donc ces 2 adolescents qui se chamaillent depuis qu'ils sont petits. C'est vraiment les 2 adolescents qui vivent l'un à côté de chez l'autre et qui peuvent pas vraiment se voir et qui donc vont se faire des crasses sur crasses. Et Liz, c'est vraiment une fana en fait de comédie romantique. Et vraiment c'est un
livre qui est tellement mignon, il y a plein de références, c'est adorable. C'est un livre qui m'a fait chaud au cœur, qui m'a fait du bien. Cette année, il faut croire quand même que les romans sont une place très importante dans ma lecture, et celle-ci s'est vraiment démarquée par sa qualité. Si vous cherchez une petite romance mignonne, sans smut, entre deux adolescents que tout oppose plus ou moins, eh bien je vous conseille vraiment Better Than the Movies. Sachez d'ailleurs qu'il est sorti en français, donc ce n'est plus une excuse pour ne pas vous jeter dessus. La question suivante est un peu particulière, puisqu'on demande quel est le plus beau livre que vous avez acheté cette année. Donc écoutez, moi je trouve souvent que les livres sont tous un peu magnifiques, mais mon petit préféré de l'année, ça sera La Chasseuse et L'Alchimiste. Donc je vous ferai des petites prises de vue pour vous montrer à quel point ce livre est absolument sublime, mais je pense que ce qui me le rend aussi beau, c'est à la fois la poésie, la douceur de la plume et de l'histoire qui est racontée, autant que son aspect extérieur. Dans La Chasseuse et l'Alchimiste, si vous ne l'avez pas lu, nous suivons Margaret, qui est une jeune femme en fait qui est une chasseuse. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'elle a au plus profond d'elle-même, c'est vraiment une compétence, mais elle est aussi la fille d'une brillante alchimiste qui un jour s'en va et ne réapparaît plus, et donc Margaret est extrêmement anxieuse. Jusqu'au jour où va débarquer chez elle Wes, qui lui pour le coup est un alchimiste en devenir et voulait suivre une formation auprès de sa mère, qui évidemment n'est pas là. Ils décident donc de faire alliance tous les deux dans une chasse extrêmement importante pour la ville puisqu'il s'agit de chasser le Hala, c'est une créature mythique qui est assez maléfique, mais vous le découvrirez, c'est pas aussi simple que ça. Et donc tous deux forcent cette alliance et décident de partir à la conquête de cette créature afin de plus ou moins prouver un peu leur valeur. C'est une histoire qui est magnifique, c'est une romance qui est incroyablement belle. Moi je l'ai écoutée en audio, j'ai été transportée dans cet univers. C'est un livre qui a ses défauts de par la construction de l'univers, il nous manque je pense certains éléments pour pouvoir vraiment vivre l'histoire à fond, et pour autant je vous la conseille 1000 fois car c'est un livre qui m'a habité, auquel je repense de manière très fréquente au cours de l'année, et donc vraiment je vous le conseille 1000 fois. Ça n'aurait pas été une vidéo de Marion si je n'avais pas complètement sauté des questions et fait ce tag dans un ordre qui m'est tout à fait propre. La question suivante est donc, quelle est la plus grosse surprise de votre année ? Et donc pour moi, sans hésitation, ça a été La Ballade du serpent et de l'oiseau moqueur de Suzanne Collins, qui est donc le préquel à Hunger Games. C'est pas un livre qui m'avait vraiment tenté quand il est sorti, parce que je pense que dans l'univers de Hunger Games, j'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour. Et pour autant, c'est un livre qui m'a transportée, j'ai adoré suivre l'histoire de Snow en étant jeune. Je me suis pris de passion pour ce personnage, ça m'a vraiment bouleversée parce que je me rendais compte que j'étais en train de m'attacher émotionnellement à un futur dictateur sanguinaire et je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. J'ai trouvé que c'était une histoire passionnante. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage féminin. Donc vraiment une très belle surprise. Je trouve que ce livre a vraiment gagné en maturité par rapport à la trilogie Hunger Games, comme si l'autrice avait vraiment évolué dans son écriture en même temps que nous avions vieilli avec les livres, et donc en cela je vous le conseille fortement. Franchement c'est une très belle surprise. J'ai aussi beaucoup aimé l'adaptation cinématographique, même si j'ai trouvé que sur certains aspects je pense qu'il y avait des éléments qui étaient là visuellement en plus et qui nous aidaient à mieux comprendre certains passages du livre, mais à la fois pour moi il y avait quelques nuances et quelques subtilités qu'on avait dans le livre qui n'étaient pas forcément très bien traitées à l'écran et qui nous permettaient pas forcément de comprendre tous les déchirements internes que peut subir Snow à travers l'histoire. Donc là je l'ai trouvé un peu dépeint de manière plus manichéenne, on va dire, bien méchant dans la version cinématographique, mais je vous le conseille néanmoins. Je trouve que c'est une très belle adaptation, j'ai trouvé que l'esthétisme du film était extrêmement réussi, c'était très beau, et donc que vous ayez envie de le lire, que vous ayez envie de le regarder, allez-y, foncez, franchement je vous le conseille 1000 fois. Surtout si vous êtes intéressé pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passait au Capitole au début des Hunger Games, mais surtout comprendre toutes les politiques et les prises de pouvoir à cette époque-là, ce qui, pour moi, a été l'un des éléments les plus percutants du livre.
La question suivante, c'est quel est votre fictional crush? Donc le personnage dont on est tombé amoureuse pendant cette année, et je ne pouvais pas ne pas citer Wes Bennett de Better Than the Movies. C'est vraiment un personnage qui est gentil. C'est-à-dire que ça m'a fait du bien de trouver pour une fois un personnage masculin qui est donc au centre de la romance et qui n'est pas le mec à qui tout réussit, qui est hyper fort, etc. Non, on parle juste d'un adolescent bien élevé, avec de bonnes manières, qui a de la bienveillance, qui a de la compassion. Vous verrez dans le livre, il y a plein de moments où vraiment il aurait été facile pour un jeune homme de prendre toutes les mauvaises décisions, et Wes démontre vraiment à quel point il est intéressé par les autres et souhaite vraiment prendre soin d'eux. Et ça m'a fait du bien de trouver un personnage gentil et de se dire que, bah oui, en fait, on peut aussi tomber amoureuse du gentil. Et ça peut être aussi lui qui devrait être au centre de la romance principale et pas juste le bon copain comme on voit souvent dans certaines romances, alors que ces personnages ne sont pas toujours mis en avant. Donc franchement, 1 milliard de fois Wes Bennett, donc qui malgré tout est un adolescent, je tiens à le préciser, donc ce n'est pas on va dire un crush énorme, mais on va dire que c'est concrètement le genre de fils que j'aurais aimé élever tellement il est adorable et que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous réserver dans les prochains tomes de la série. La prochaine question, c'est quel est le nouveau personnage que vous avez adoré cette année? Et pour moi, ça sera Emma Wheeler qui était dans The Rom-Comers. Donc dans The Rom-Comers de Catherine Center, on va suivre, donc comme je vous expliquais, Emma qui va aider Charlie à écrire un script sur les comédies romantiques. Et en fait, Emma, c'est un personnage qui a très très peu confiance en elle, qui a passé toute sa vie à s'occuper de son papa, qui est malheureusement hémiplégique. Et c'est une personne qui est drôle, qui a de la répartie, qui est à la fois acerbe et hyper intelligente, et ça j'ai adoré ça à propos d'elle, et néanmoins garde vraiment une croyance profonde en l'amour et en les comédies romantiques, et en ça j'ai été très touchée par son personnage. J'ai vraiment aimé le fait qu'elle défende corps et âme les comédies romantiques et la romance de manière générale face à Charlie qui est cynique et qui est vraiment un abruti au début du bouquin, on le déteste. Et non, elle campe sur ses positions, elle y croit, et ça j'ai vraiment aimé parce que moi je fais aussi partie de ces grandes romantiques et donc ça m'a fait plaisir de voir ce type de personnage dans un livre car je me suis vraiment sentie très touchée et très en cohérence, peut-être en résonance avec ce personnage qui décide que oui, coûte que coûte, malgré tout ce que la vie peut vous envoyer, eh bien il est toujours important de croire en la romance. Et on arrive enfin à la dernière question de ce tag qui est, quels sont les livres que vous aimeriez le plus lire d'ici la fin de l'année? Mais ça s'entend comme quels sont les livres que vous devriez lire d'ici la fin de l'année. Et encore une fois, j'en ai quelques-uns à vous présenter. On commence par le Quatuor des Smile Smith de Julia Quinn. Donc dans cette histoire qui est donc tirée de l'univers de Bridgerton, on va suivre les jeunes filles. Donc si vous avez lu les livres de Bridgerton, normalement vous savez que de temps en temps ils se rendent à une soirée où en fait il y a des jeunes filles qui sont donc un quatuor musical mais qui massacrent absolument les morceaux qu'elles sont censées jouer. Et à chaque fois c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi ces jeunes filles en fait massacrent de la musique classique et pourquoi même elles montent sur scène pour se ridiculiser comme ça. Et il semblerait que ce livre réponde enfin à cette question. Et donc je veux vraiment le lire puisque les Bridgerton c'est une série de livres que j'ai beaucoup aimé, même si comme tout le monde j'ai préféré la série et donc je suis très curieuse de savoir enfin pourquoi ces jeunes filles font ça. Le deuxième livre que je veux absolument lire cette année, c'est Le Royaume de Cuivre de, et je vais le lire sinon je vais me tromper, S.A. Chakraborty. Donc j'avais lu l'année dernière La Cité de Laiton, qui est un livre que j'ai énormément aimé, qui m'a vraiment fait sortir de mes retranchements, qui m'a fait sortir de mes lectures habituelles, qui m'a fait voyager, qui m'a fait réfléchir. C'est un livre extrêmement complet et donc je vous le conseille 1000 fois. Et là, il était grand temps que je me lance dans la suite avant de ne plus du tout me souvenir ce qui se passait dans le tome 1. Pour le petit résumé de La Cité de Laiton, donc que j'ai juste ici, je vous montre comme ça, vous voyez de quel livre il s'agit. Nous suivons donc Dara, qui en fait habite au Caire et un peu une arnaqueuse qui va jouer sur le mysticisme
pour s'occuper de ses clients et certains d'entre eux les guérir, puisqu'elle vit dans une ville qui finalement est très portée justement sur ce côté un peu magie. Jusqu'au jour où elle est en train d'essayer de guérir quelqu'un et sans faire exprès, elle invoque un djinn qui s'appelle Nari. Et ils vont tous les deux être pris dans un tas d'aventures avec énormément de complots politiques, d'histoires, de magie. C'est absolument divin, je vous le conseille 1 000 000 de fois. Franchement, si vous l'avez pas lu, mais allez-y les yeux fermés. C'est absolument incroyable, on ne s'ennuie pas une minute. On suit en plus de multiples points de vue, ce qui est une chose que moi j'adore dans les romans. Et des points de vue qui sont très différents, qui sont un peu opposés finalement dans tout ce que l'on va nous présenter. Et ça nous fait quand même beaucoup basculer entre qui sont vraiment les gentils et les méchants de cette histoire. C'est donc avec plaisir que je vais lire la suite cette année. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, qui vraiment me fait envie et que j'aimerais lire avant la fin de l'année, c'est Terre brisée de Victoria Aveyard. Donc dans ce livre on suit Corinne qui a priori découvre, donc c'est une fille de pirate déjà incroyable, et qui a priori découvre qu'elle est le seul espoir de l'humanité. Donc bon, jusque là ça a pas l'air d'être une histoire hyper originale, mais il semblerait que pour sauver le monde de la destruction, elle sera rejointe par toute une troupe de compagnons les plus improbables plus que les autres, donc un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire, une chasseuse de primes, rien que ça. Et ensemble, ils vont devoir affronter un adversaire vicieux. Donc écoutez, moi franchement, ça raconte pas grand chose le synopsis, mais ça me faisait super envie. J'avais déjà commencé à lire les premières lignes en anglais, mais j'avais trouvé ça assez complexe, donc du coup j'avais abandonné. Donc là je suis très contente de l'avoir en français et de pouvoir le lire très prochainement. Il me fait assez peur parce que j'ai vu que les avis n'étaient pas dithyrambiques à son sujet et qu'on disait que c'était un tome qui était quand même très introductif. Donc écoutez, je vous dirai ça, parce que c'est quand même une jolie pavasse, donc j'espère quand même qu'il va se passer un petit peu plus que juste raconter la beauté des paysages. Je vous dirai ça bientôt. C'est donc tout pour ce book tag de mid-year, de mi-année, en espérant que certains de ces livres vous auront fait envie, surtout si vous les avez lus ou si certains vous font envie, ou que d'autres se cachent dans les listes que vous auriez envie de lire d'ici la fin de l'année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine, je vous dis à dimanche prochain et vous souhaite de passer de très belles lectures. À bientôt, bye bye.